cette séance avec le professeur Daguet. Merci. Et puis, comme on dit toujours, n'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant de la pièce. Merci. Alors, la première communication, c'est sur l'embolisation des artères hémorroïdaires. Est-ce le traitement d'avenir des hémorroïdes? Je pense que l'on va avoir la réponse ou une partie par le professeur Kovacic de Montpellier, radiologue. Merci. Bonjour, donc je suis contente de vous présenter cette nouvelle technique parce que ça a été décrit à peu près il y a 2 ans. Ça fait l'objet d'un brevet qui s'appelle Emboroïde, qui est déposé par une équipe française. Et c'est une approche complètement différente de la maladie hémorroïdaire que celle qu'on pouvait avoir par le passé. Alors, bon. Voilà, donc le footballeur n'a pas que des problèmes d'ischémie à l'effort intestinal, il peut avoir d'autres problèmes. Je suis désolée si tôt de commencer par cette diapositive, mais c'est un problème très très sérieux qui concerne donc les hémorroïdes, 5% de la population, c'est-à-dire 3 millions de Français. 50% de la pathologie proctologique, donc c'est quand même un grand champ d'action pour les gastros qui sont spécialisés là-dedans. Et quand même, il faut reconnaître que dans 90%, le traitement est médical et suffit. Alors, ce qu'il y a de nouveau dans le concept et dans la prise en charge, c'est qu'il faut considérer que les hémorroïdes, ce n'est pas une maladie de la veine, c'est une maladie artérielle. Et ça, c'est un paradigme, puisqu'on voit toujours, on parle de sclérose, de traitement. Tout d'abord, les hémorroïdes, c'est un tissu qui est normal, qui correspond à un réseau physiologique qui est en fait des fistules artério-veineuses physiologiques entre les artérioles et les espaces veineux. Et bon, j'arrive pas à me servir de la flèche, mais vous voyez ici, vous avez les hémorroïdes, donc un tissu normal qui est dans la paroi, qui a un rôle, c'est un coussin veineux qui joue un rôle dans la continence anale également. Et il faut différencier bien sûr les hémorroïdes qu'on a internes, qui sont normales, de celles qui sont prolabées, qui sont externes et qui là deviennent pathologiques. Alors l'anatomie, la vascularisation artérielle dans cette région, il y a 3 pédicules que connaissent bien les chirurgiens. Il y a l'artère rectale supérieure, qui est une branche de l'artère mésentérique inférieure, donc qui naît de l'aorte où on regarde L3. L'artère rectale moyenne, qui est une branche de l'artère iliaque interne, et l'artère rectale inférieure, aussi branche de l'iliaque interne, qui est souvent née de l'artère pudendale. Donc vous avez ici l'anatomie. Voilà comment c'est vascularisé. Alors les symptômes des hémorroïdes, vous les connaissez, c'est la douleur, la gêne, les rectorragies. Et vous voyez, donc c'est responsable de 5 à 15% des causes d'anémie. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des rectorragies, c'est du sang rouge. Quand le patient saigne, ce n'est pas du sang veineux, c'est du sang rouge. Donc c'est une maladie artérielle. Et les symptômes aussi sont liés surtout au prolapsus de ce coussinet qui va être dans une région où c'est sensible, qui va s'éroder, qui va saigner, entraîner des douleurs, etc. La physiopathologie de cette affection, c'est l'hyperpression veineuse. Donc c'est artériel, mais les conséquences sont veineuses, puisque c'est une fistule artério-veineuse, un shunt artério-veineux. Il y a un trop haut débit artériel et qui est responsable, comme dans les malformations artério-veineuses, d'une hyperpression veineuse qui, elle, va être responsable de saignement, mais de sang rouge, parce qu'on n'est pas passé par le réseau capillaire. C'est un vrai shunt artério-veineux. Et ce shunt, vous le voyez, donc là, c'est une reconstruction 3D de scanner. On voit l'artère qui alimente directement la petite dilatation bleutée qui est le plexus veineux. Et à côté, vous voyez là où il a la flèche verte, on voit très bien, et la flèche rouge, les artères ici rectales qui s'anastomosent avec des veines, des vénules directement. Donc c'est réellement un vrai shunt artério-veineux. Et les prises en charge actuelles, même chirurgicales, quand on regarde ce qu'elles font, c'est de la ligature artérielle, c'est pas de la sclérose. Et bon, ce traitement qui est extrêmement sexy consiste à introduire, où vous savez, un truc qui va faire des ligatures artérielles. Voilà, donc en fait, ça peut être Doppler guidé, donc vous comprenez bien pourquoi, et c'est des ligatures artérielles, voilà. Donc finalement,
plutôt que de faire des ligatures artérielles en passant par la cavité avec une effraction de la muqueuse, une cicatrice chez quelqu'un qui est douloureux, et on peut y aller plus simplement en faisant une embolisation bilatérale des artères rectales supérieures distales pour occlure ces shunts artério-veineux. Et les premiers travaux ont commencé avec des microcoils. Donc on va dans l'artère mésentérique supérieure, on cathétérise cette artère, on va dans l'artère rectale supérieure et très distalement et de façon bilatérale, on va aller mettre en place des microcoils tout petits dans ces artères. C'est pas difficile techniquement et vous voyez, on va occlure ces shunts artério-veineux. Voilà. Donc les résultats ont été publiés par le professeur Vincent Vidal. Il y a un deuxième travail là, qui est accepté, qui va apparaître, qui est sur encore plus de patients et avec d'autres emboles, qui est très intéressant. Donc la première étude, 120 patients, ils ont analysé la douleur, le saignement, la qualité de vie, la récurrence, et vous voyez qu'il y avait une amélioration dans tous les domaines. Le point intéressant, c'est la récurrence, 25% à 30% à 1 an, donc c'est quand même pas négligeable, et c'est lié au collatéral ou bien à une embolisation trop proximale. Alors c'était le premier travail, maintenant il y en a beaucoup moins parce qu'ils font une embolisation qui est beaucoup plus distale, et puis en cas de récurrence, ils peuvent aller emboliser les autres branches qui naissent de l'artère mésentérique, de l'artère iliaque interne, mais comme c'est un début, on ne sait pas, on ne veut pas aller trop loin, pas les d'ischémie, on ne sait pas jusqu'où il faut aller. Donc les questions posées, c'est ce qu'il faut seulement emboliser l'artère rectale supérieure. Alors dans un premier temps, ça marche, c'est 80-90% des patients, donc ça suffit. Si ça récidive, on peut toujours aller emboliser les autres branches de l'artère rectale moyenne et ça marche très très bien, c'est le deuxième papier qui va sortir. Après, il faut savoir qu'il y a des variantes dans la distribution artérielle, où il faut regarder la radioanatomie. Tous les patients ne sont pas faits pareil. Parfois, c'est le territoire rectal moyen qui prédomine sur le rectal supérieur. Il faut s'adapter, mais bon, en angiographie, on a un peu l'habitude. Ce qui n'est pas non plus déterminé, c'est quel est le meilleur embole. Est-ce que c'est les cols? C'est simple, c'est pas cher. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des cols aussi, qui seront plus distales? C'est quelque chose qu'on utilise classiquement dans les fistules artério-veineuses. Et enfin, les problèmes du long terme, mais qui ne sont pas différents de celui de la chirurgie qui fait des ligatures artérielles avec et le même risque de récidive. Voilà, donc on doit beaucoup ces travaux au professeur Vincent Vidal de Marseille qui a développé ce concept dont le traitement repose sur ce concept de maladie artérielle, de fistule artério-veineuse et non plus de pathologie veineuse et qui marche pas mal sur toutes les communications très récentes que j'ai vues encore au mois de septembre. Merci. Merci pour cette présentation très claire. Nous avons même rattrapé un peu de retard, donc on va pouvoir profiter des questions nombreuses dans la salle. Y a-t-il des questions? Moi j'ai une question en direct. Est-ce qu'il a été décrit, moi je ne connais pas cette question, est-ce qu'il a été décrit des nécroses du rectum après embolisation? Non, parce que comme c'est les premiers temps, c'est une embolisation qui est quand même assez proximale. Il faut voir que c'est un shunt artério-veineux. Donc de toute façon, ce plexus qui a un rôle de continence n'a pas un rôle de nutrition. Alors on peut avoir des variantes du normal, il faut faire attention, regarder quelles sont les branches, s'il y en a des anastomoses, notamment dans le réseau pudendal, on peut avoir des anastomoses avec d'autres artères péniennes et autres. Donc il faut faire attention quand on embolise, mais avec les coils, on n'a pas d'embolisation distale, et comme on occlut un shunt qui ne participe pas, il n'y a pas eu rapporté de nécrose, ce type de complications, pas plus qu'avec la ligature. Oui, il y a deux questions devant. Est-ce qu'on fait une artériographie systématique avant traitement ou bien c'est en intention de traiter où on utilise l'imagerie scanner, angioscanner? Non, maintenant on fait l'angioscanner, c'est très intéressant parce qu'on voit déjà s'il y a une mésentérique, parce qu'il y a des gens athéromateux, artériopathes, etc. Donc on voit bien la mésentérique inférieure où elle naît, ses branches, sa taille, les deux, en angioscanner et l'artériographie est faite juste en intention de traiter. Deuxième question, est-ce que pendant la procédure, on va explorer tous les pédicules potentiels qui peuvent alimenter ou on fait celui qui est dépisté sur le Je crois que c'est mieux, on va dans la mésentérique inférieure, mais je pense que c'est bien d'aller voir dans les iliaques internes un petit peu, parce que si on voit qu'on a des branches iliaques internes très développées, alors que la mésentérique supérieure ne donne pas grand-chose, une petite artère rectale, c'est sûr qu'on ne sera pas efficace. Oui. On sait qu'il y a souvent plusieurs pédicules dans les fistules artério-veineuses. Ouais. Comment tu choisis le pédicule qui est le plus dilaté, un peu comme les pars Weber quand on décide de faire des embolisations? Et d'autres questions, est-ce que tu le proposes en première intention ou après échec d'un traitement chirurgical? Et combien de patients ont eu une embolisation et ensuite ont été confiés à la chirurgie? Parce que je pense qu'il y a un moment, tu ne peux plus emboliser.
Alors là, il y a eu des récurrences qui ont pu être re-embolisées ou certains ont dû être opérés dans les premiers travaux. Les indications, ce sont les mêmes que celles de la chirurgie. C'est pas versus traitement médical, hein, c'est les mêmes. C'est les gens qui ont des symptômes, donc c'est 10% de nos pourcentages de la population. Donc c'est pas énorme. Et ensuite, sur comment on choisit les pédicules, eh bien, c'est l'angiographie. Quand on va dans la rectale supérieure, on n'a quand même pas des tonnes de pédicules. Il y en a 3-4 de chaque côté, mais c'est à peu près ça. Et on va le plus près possible du shunt. Donc il faut aller s'approcher le plus possible du shunt et on va à ceux qui alimentent le shunt. Si on ne voit pas de shunt, on ne va rien boucher. Si tu en as plusieurs, tu ne sais pas lequel a saigné. Non, mais c'est peu importe. Ce qu'il faut, c'est les traiter toutes, le maximum dans la rectale supérieure pour diminuer l'hyperpression. Je ne vous ai pas montré, pour faire plus simple, tout ça, c'est corrélé à des études écho-Doppler qui sont très intéressantes et qui montrent qu'il y a un shunt artério-veineux. Et on voit avant et après traitement, bien sûr, une diminution de la pression dans ces coussinets, dans ces lacs. Voilà. C'est mieux. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai 2-3 petites questions très courtes. Le temps de procédure, une fois qu'on a l'habitude avec un patient standard? Non, c'est de l'ordre de l'heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Non, c'est pas une artère qui est très difficile à cathétériser. C'est pas spécialement une pathologie non plus que du sujet très âgé, mais c'est sûr que ça dépend de la radioanatomie. Mais c'est pas comme l'embolisation prostatique qui est très difficile et voilà, il y a moins de risques, c'est des emboles proximaux, c'est des coils, c'est pas très. Beaucoup de centres le font. En métropole, c'est quelque chose qui commence à se développer Oui. largement, oui. Oui, ça commence, c'est parti de Marseille, ça a contaminé Paris, l'HEGP. C'est une bonne chose alors. Voilà. Pas d'autres questions? Donc traitement d'avenir, très certainement? Je pense très intéressant parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'effraction de la muqueuse et tout. Pour les patients, c'est confortable. On a besoin de plus d'évaluation pour savoir comment faire au mieux, mais c'est clairement une technique qui a beaucoup d'intérêt. Eh bien, merci beaucoup.